quand Nathan dominait la City. Déclaration de Benjamin Disraeli en 1844. Il était seigneur et maître du marché financier mondial et par cela même, il était aussi virtuellement seigneur et maître de toutes choses. Il tenait littéralement en tutelle les revenus de toute l'Italie méridionale. Monarques et ministres de tout pays sollicitaient ses conseils et se laissaient guider par ses avis. La City of London, située au centre du Grand Londres, couvre une superficie de 2,9 km. Depuis le XVIIIe siècle, elle est le centre financier du Royaume-Uni et même du monde. Elle possède un système judiciaire indépendant, similaire à celui du Vatican et ressemble à un État dans l'État. C'est un endroit minuscule qui réunit les principales institutions financières mondiales, dont le siège de la Banque d'Angleterre et qui produit actuellement 1/6 du produit intérieur brut anglais. Celui qui domine la City domine l'Angleterre. Nathan arriva en Angleterre au moment de la confrontation avec la France, pendant le blocus continental. Les produits anglais se vendaient alors en Europe au prix fort. Nathan fit une équipe avec son frère James, qui se trouvait à Paris, pour transporter des marchandises depuis l'Angleterre vers la France, où elles étaient revendues. Ils en retirèrent beaucoup d'argent. Plus tard, Nathan fit la connaissance d'un fonctionnaire du ministère des Finances britannique, John Harris, et se renseigna sur la situation critique des forces britanniques en Espagne. Lorsque les troupes du duc de Wellington, le commandant en chef, se tinrent prêtes à attaquer l'armée française, le principal souci était de verser leur solde aux soldats. Le duc de Wellington disposait de la garantie du gouvernement britannique, mais il ne parvenait pas à persuader les banquiers espagnols et portugais d'accepter ses billets de banque, et les troupes avaient un besoin urgent d'or. Déterminé à gagner de l'argent dans cette affaire, Nathan eut une idée. Il se renseigna partout pour savoir où se procurer de l'or. Justement, la Compagnie des Indes orientales venait de recevoir un lot en provenance d'Inde qu'elle s'apprêtait à vendre. Le gouvernement britannique souhaitait l'acheter mais trouvait son prix trop élevé et comptait donc attendre qu'il baisse pour l'acquérir. Quand Nathan apprit la situation, il apporta immédiatement en Angleterre les 3 millions de dollars américains du prince Guillaume, ainsi que ses gains obtenus grâce à la vente de marchandises anglaises. Puis, il engagea l'ensemble de cette somme dans des affaires hautement spéculatives. Il se dépêcha de conclure un marché avec la Compagnie des Indes orientales, acheta pour 800 000 livres d'or et s'empressa d'en augmenter le prix. Le gouvernement britannique, voyant que le prix de l'or ne baissait pas et que la situation des militaires au front relevait de l'extrême urgence, ne put faire autrement que d'acheter l'or de Nathan. Cette transaction permit à ce dernier de réaliser des bénéfices exceptionnels. De stratagème en stratagème, il proposa de convoyer cet or jusqu'aux troupes du duc de Wellington. À ce moment, la France avait déjà mis en place un strict blocus terrestre. Le risque était donc élevé et l'Angleterre accepta de dépenser une importante somme d'argent pour transporter l'or. Prenant en charge ce service, Nathan demanda à son frère James, âgé seulement de 19 ans, d'informer le gouvernement français qu'il voulait envoyer de l'or en France et que le gouvernement britannique en serait probablement très fâché, car cela affaiblirait considérablement ses finances. Croyant affaiblir l'ennemi, la France n'avait aucune raison de ne pas soutenir Nathan et ordonna même la protection de la police tout au long du convoiement. Le peu de fonctionnaires français qui étaient au courant furent facilement corrompus par d'importantes sommes d'argent et feignirent l'ignorance. C'est ainsi que Nathan fit convoyer l'or. Ayant obtenu le soutien de 2 pays belligérants, c'est en fanfaronnant qu'il pénétra dans la banque de Paris. Là, il assista à un banquet de bienvenue du gouvernement français, tandis que des agents étaient chargés d'échanger l'or en assez de pièces que le duc de Wellington pouvait accepter. Cet argent parvint mystérieusement entre les mains des troupes anglaises en Espagne, grâce au réseau des Rothschild, dont les pratiques astucieuses n'avaient rien à envier aux intrigues hollywoodiennes. Voici qu'un diplomate prussien déclara en Angleterre. L'influence des Rothschild sur la finance, ici, est tout simplement étonnante, affectant les cours sur les marchés des charges. En tant que banquiers, leur pouvoir est effrayant, et quand Nathan est en colère, c'est la Banque d'Angleterre qui tremble. Un jour, Nathan apporta à la Banque d'Angleterre un chèque émis par son frère sur la banque Rothschild à Francfort, demandant à le convertir en espèces. Celui-là lui fut refusé au motif que la conversion n'était possible qu'avec des chèques émis par la Banque d'Angleterre elle-même. Nathan se mit en colère et, le lendemain matin, avec 9 employés de sa banque, il déposa un gros tas de chèques émis par la Banque d'Angleterre et demanda qu'on lui remette l'équivalent en or. Cette fois-ci, dans l'impossibilité légale de refuser, la Banque d'Angleterre vit sa réserve d'or diminuer en une seule journée de manière significative. Le lendemain, Nathan rapporta encore plus de chèques. Un directeur lui demanda d'une voix tremblante combien de fois encore il souhaitait faire des conversions, ce à quoi Nathan répondit froidement « La Banque d'Angleterre a refusé mon chèque, à quoi me sert-il ?» La banque convoqua une réunion d'urgence, à la suite de quoi le directeur fit part à Nathan très poliment qu'à l'avenir,
la Banque d'Angleterre se ferait un honneur d'accepter les chèques de la banque Rothschild, y compris de Francfort. Avec la bataille de Waterloo, Nathan remportait la domination de la City et, dès lors, il maîtrisait la bouée de sauvetage économique de l'Angleterre. Depuis cet instant, les droits d'émission de la devise britannique et le fixing des cours de l'or étaient entre les mains des Rothschild. James conquiert la France. Déclaration de Napoléon en 1815. Lorsqu'un gouvernement est dépendant des banquiers pour l'argent, ce sont ces derniers, et non les dirigeants du gouvernement qui contrôlent la situation, puisque la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. L'argent n'a pas de patrie, les financiers n'ont pas de patriotisme et n'ont pas de décence. Leur unique objectif est le gain. Sous le règne de Napoléon, James, le cinquième fils des Rothschild, faisait principalement la navette entre Paris et Londres, ce qui lui permit d'élaborer le réseau de transport familial pour organiser le trafic de marchandises anglaises. Après avoir aidé le duc de Wellington à transporter de l'or et après la bataille du rachat de la dette publique anglaise, James acquit la célébrité en France. Il créa la branche parisienne de la banque Rothschild et finança secrètement la Révolution espagnole. Après la défaite de Waterloo, la France perdit de larges pans de territoire. En 1817, ses ambitions politiques étaient endiguées et son économie nationale déclinait. Le gouvernement de Louis XVIII souscrivait des prêts partout en espérant se redresser petit à petit. La Banque française et la Barings furent dépositaires du financement d'un grand nombre de projets, mais pas l'importante banque Rothschild. James en fut indigné. En 1818, le cours des obligations émises l'année précédente par le gouvernement enregistra un mouvement haussier à Paris et dans d'autres villes européennes. Et la situation du gouvernement français s'adoucit. Les frères Rothschild se creusaient la cervelle, sans succès, pour tirer parti de cette embellie économique. À l'époque, la noblesse française ne tenait compte que de la lignée dans leur rapport à autrui. Les nobles considéraient les Rothschild comme des parvenus et refusaient de faire la moindre affaire avec ces roturiers. Bien que James possédât de nombreux biens à Paris, son statut mondain était plutôt limité. L'arrogance des nobles le rendait furieux. Avec plusieurs de ses frères, il commença à comploter afin de se rendre maître de ces aristocraties pédantes qui sous-estimaient l'excellence des Rothschild en matière d'élaboration de stratégies financières et dont la finesse s'avérait au moins égale à celle d'un Napoléon dans le domaine militaire. Le 5 novembre 1818, la dette publique française qui s'appréciait constamment connut une baisse inhabituelle de sa valeur. Bientôt d'autres obligations du gouvernement furent affectées et leur cours déclina à divers degrés. Les investisseurs commencèrent à s'inquiéter et, le temps passant, la situation ne s'améliora pas, en fait, elle empira. À la bourse, les rumeurs allaient bon train et orientaient les échanges. Un jour, on disait que Napoléon allait revenir au pouvoir, que les recettes fiscales du gouvernement étaient insuffisantes pour rembourser les intérêts. Un autre jour, qu'une nouvelle guerre allait éclater. L'atmosphère à la cour de Louis XVIII était tendue à l'extrême. Si les obligations continuaient de chuter, il deviendrait tôt ou tard impossible de lever des fonds pour couvrir les dépenses du gouvernement. L'inquiétude se lisait dans le regard des nobles. En fait, tout le monde s'inquiétait pour l'avenir du pays. Seules deux personnes se tenaient à l'écart, James et son frère Karl. De nombreux observateurs, à juste titre, en vinrent à soupçonner les Rothschild de manipuler le cours du marché obligataire. En octobre 1818, grâce à leurs solides finances, les Rothschild s'étaient mis à acheter furtivement des obligations françaises dans toutes les grandes capitales européennes et leurs valeurs s'apprécièrent. Puis, à partir du 5 novembre, ils commencèrent soudainement à revendre en masse ces obligations françaises, provoquant une grande panique sur les marchés. Voyant le cours de ces obligations s'effondrer, Louis XVIII se dit que la couronne ne tenait qu'à un fil. Les représentants des Rothschild à la cour lui glissa quelques mots à l'oreille. Il lui suggéra de permettre à la riche banque Rothschild d'essayer de sauver la situation. Troublé, Louis XVIII convoqua immédiatement James en laissant de côté son statut de roturier. Ensuite, l'atmosphère à la cour changea du tout au tout. James, qui avait été reçu froidement depuis toujours, était désormais accueilli par des visages souriants et respectueux. Après avoir provoqué eux-mêmes l'effondrement des obligations, les frères Rothschild purent facilement enrayer leur chute. Ils devinrent le centre d'attention en France, ils avaient même sauvé le pays de la crise économique et lui avaient redonné le moral après ses défaites militaires. Dès lors, ils recevaient fleurs et louanges. La banque était désormais sollicitée et même leurs vêtements austères étaient à la mode. À présent, la famille Rothschild contrôlait entièrement le système financier français. Extrait du baron Edmond de Rothschild écrit par David Druck. La fortune de James Rothschild atteint 600 millions de francs. Il n'y a qu'une seule personne en France qui soit plus riche que lui, et c'est le roi. Il possède 800 millions de francs. Si l'on additionne la richesse de tous les autres banquiers en France, elle reste inférieure à 150 millions de francs et à celle de James.
Une telle fortune lui donne un pouvoir indescriptible, à un point qu'il peut renverser le gouvernement. Nous savons tous que c'est lui qui a renversé le gouvernement d'Adolphe Thiers. Les aspirations de Salomon en Autriche. Extrait du livre de Frédéric Morton. Il ne voyait ni la paix, ni la guerre, ni slogan, ni manifeste, ni mot d'ordre, ni la mort, ni la gloire. Il ne voyait rien des choses qui aveuglaient le monde. Il ne voyait que les pierres de guet. Le prince William avait été l'une d'elles. Salomon était le second enfant de la famille Rothschild. Il effectuait des navettes permanentes entre les grandes villes d'Europe et jouait un rôle de coordinateur entre toutes les banques. Parmi les frères, il était celui qui possédait les meilleures qualités diplomatiques. Il s'exprimait avec élégance et savait flatter. Un banquier qui l'avait connu déclara : « Personne ne le quittait sans avoir été rafraîchi par ses paroles. » C'est précisément pour cette raison que la décision de l'envoyer à Vienne, au cœur de l'Europe, pour ouvrir des services bancaires fut acclamée par ses frères. Vienne était le centre politique de l'Europe. La quasi-totalité des familles royales européennes avaient un lien de parenté inextricable avec les Habsbourg d'Autriche. Souverains du Saint-Empire romain germanique, dissous en 1806, les Habsbourg ont exercé pendant plus de 400 ans leur domination sur l'Autriche, l'Allemagne, le nord de l'Italie, la Suisse, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, la République tchèque, la Slovénie et l'Est de la France. Il s'agit de la lignée royale la plus ancienne et la plus authentique d'Europe. Bien que Napoléon eût vaincu le Saint-Empire romain germanique, l'héritier du trône des Habsbourg pensait encore être à la tête de l'Europe centrale et méprisait les autres cours royales. En comparaison avec l'Angleterre ou la France, où le protestantisme était en vogue, pour entrer en relation avec ces nobles imprégnés de la doctrine rigide du catholicisme le plus conservateur, il fallait s'élever à un niveau de socialité encore plus aristocratique qu'avec le prince Guillaume Ier de Hesse-Cassel. Les Rothschild avaient déjà tenté à plusieurs reprises de tisser avec eux des relations commerciales, mais ils avaient toujours été maintenus en dehors de leur cercle. Après la fin des guerres napoléoniennes, Salomon frappa de nouveau aux portes de Vienne et la situation changea littéralement. Les Rothschild étaient maintenant célèbres. Grâce à leur conquête de l'Angleterre et de la France, ils s'étaient enhardis. Malgré tout, Salomon n'était pas assez téméraire pour aller parler affaires directement avec les Habsbourg et il chercha donc un tremplin, en la personne d'un Autrichien issu de la haute noblesse rhénane et dont la réputation au XIXe siècle était sans égale, le ministre des Affaires étrangères Clemens von Metternich. Grâce à la création du système Metternich, après la défaite de Napoléon, l'Europe connut sa plus longue période de paix. Dans une Autriche dont la solidité se dégradait, Metternich fit tout pour contrebalancer la tendance et lança un appel en s'appuyant sur ce qu'il restait de la puissance des Habsbourg en Europe. Il prit donc contact avec ses voisins prussiens et russes en vue de former une sainte alliance. Mécanisme visant à contrecarrer le retour en force de la France, enrayer l'agitation consécutive à l'expansion russe, endiguer autant les nationalismes que la vague déferlante du libéralisme et s'assurer que la force séparatiste du territoire multiethnique autrichien ne devint pas incontrôlable. Le congrès d'Aix-la-Chapelle en 1818 fut une rencontre importante pour discuter de l'avenir de l'Europe après la défaite de Napoléon. Des représentants venus du Royaume-Uni, de Russie, d'Autriche et de Prusse décidèrent, entre autres, des réparations de guerre imposées à la France et des modalités du retrait des troupes alliées. Salomon et son frère Karl participèrent à ce congrès. C'est lors de cette réunion que Genst, bras droit de Metternich, présenta Salomon à ce dernier. Les deux hommes firent connaissance et devinrent rapidement de proches amis. Metternich appréciait les louanges intelligentes que lui prodiguait Salomon et il souhaitait aussi s'appuyer sur le fort potentiel financier de la famille Rothschild. Ils s'entendirent donc très bien et Salomon et Genst furent en de meilleurs termes encore. Vivement recommandés par Metternich et Genst, grâce aux relations d'affaires étroites qu'entretenaient les Rothschild avec le prince Guillaume et la famille royale danoise, Salomon finit par accéder aux Habsbourg en leur accordant prêts et financements sur une base régulière. SM von Rothschild, la banque de Salomon joua un rôle essentiel dans le financement de l'économie autrichienne. En remerciement, les Habsbourg accordèrent en 1822 aux frères Rothschild, à l'exclusion de Nathan, le titre de baron. Grâce aux subventions de Salomon, Metternich commença à étendre son influence en Autriche. Il envoya des troupes partout dans les zones troubles pour défendre la paix, et c'est ainsi que l'Autriche déclinante s'enfonça dans la spirale de la dette et devint de plus en plus dépendante vis-à-vis de Salomon. On a donné le nom de période Metternich aux années comprises entre 1814 et 1848. Mais en réalité, on aurait dû l'appeler la période Rothschild, car c'est la banque Rothschild qui contrôlait Metternich. En 1822, Metternich, Gens, Salomon, James et Karl participèrent à une réunion importante, le congrès de Vérone,
à la suite de laquelle la banque Rothschild obtint le droit de piloter le projet lucratif de subventionner le premier chemin de fer en Europe centrale, les Autrichiens ressentaient la capacité d'influencer des Rothschild de manière croissante. Une blague circulait. L'Autriche a un empereur qui s'appelle Ferdinand et un roi qui s'appelle Salomon. En 1843, Salomon fait l'acquisition de la compagnie minière de Witkowice et de la société métallurgique Autriche-Hongrie, classées toutes deux à l'époque parmi les 10 plus grandes entreprises de l'industrie lourde. En 1848, Salomon dominait déjà l'économie et les finances de l'Autriche. Les blasons des Rothschild en Allemagne et en Italie. Après le retrait des troupes napoléoniennes du territoire germanique, cet ensemble géopolitique qui comptait plus de 3 principautés fut réduit à 39 et l'on assista à la création de la Confédération germanique. Resté à Francfort, l'aîné des 5 frères, Amschel, fut nommé ministre des Finances et, comme nous l'avons vu, anobli en 1822 par l'empereur d'Autriche. La banque Rothschild de Francfort devint le centre financier de l'Allemagne. Amschel regrettait de ne pas avoir eu d'enfant et se mit à soutenir les étoiles montantes de la politique. Son favori aura une renommée mondiale. Il s'agissait du jeune Bismarck, futur chancelier allemand. Amschel portait à Bismarck l'amour d'un père. Après sa mort, Bismarck conserva ses liens étroits avec la famille Rothschild. Le banquier Samuel Bleichroeder, proche de Bismarck, était également un agent de la famille. Karl, le quatrième de la fratrie, était aussi le moins brillant. Il débuta comme messager pour ses frères en assurant des navettes régulières dans toute l'Europe. Il joua néanmoins un rôle crucial dans la fratrie en aidant à remporter une brillante victoire dans la bataille de la dette publique en France en 1818. Il fut alors envoyé à Naples par Nathan comme responsable de la maison pour y établir une banque. En Italie, il montra toutes ses capacités et dépassa les attentes de ses frères. Karl finança Metternich lorsque ce dernier envoya des troupes en Italie pour réprimer la révolution, et ses excellentes tactiques politiques forcèrent le gouvernement local italien à assumer le coût de l'occupation. Il aida aussi son ami Médicis à récupérer le poste de ministre des Finances à Naples. Karl devint progressivement le pilier financier de l'Italie, son influence s'étendant dans toute la péninsule. Il entretenait également des relations d'affaires avec le Vatican et, quand le pape Grégoire XVI le rencontra, le souverain pontife étendit exceptionnellement sa main afin que Karl l'embrasse, aidant son pied comme cela était alors d'usage. L'empire financier de la famille Rothschild. Extrait de Shadow of the Great Man, l'ombre d'un grand homme, écrit par Lord Rothschild. Telle qu'est votre maison bancaire, en tant que vous travaillez avec vos frères, pas une seule banque au monde ne sera capable de rivaliser avec vous, ni de vous nuire ou profiter de vous, car ensemble vous pouvez entreprendre et réussir plus que toute autre banque au monde. Déclaration de Henry Davidson, dans une lettre adressée à Nathan Rothschild le 24 juin 1814. Meyer, le patriarche, a laissé un testament fort explicite en 1812 avant sa mort. Grand 1. Tous les postes importants de la banque doivent être occupés par des membres de la famille, jamais par des étrangers. Seuls les hommes peuvent participer aux activités commerciales. Grand 2. Les mariages ne peuvent se faire qu'entre cousins pour éviter la sortie et la dilution de la richesse. Cette disposition doit être strictement appliquée dans les années qui suivent et pourra être assouplie pour les mariages avec d'autres familles de banquiers juifs. Grand 3. Interdiction de publier la propriété financière. Grand 4. Concernant l'héritage, interdiction absolue de faire appel à des avocats. Grand 5. L'aîné de la famille est le successeur. Le second fils ne peut prétendre à la succession, sauf si tout le monde est d'accord. Toute violation de ces volontés sera suivie d'une perte de tout droit à l'héritage. L'union fait la force, dit-on. Les Rothschild pratiquaient l'endogamie pour prévenir toute dilution de la richesse. En l'espace de plus de 100 ans, ils se sont mariés entre 18 fois, dont 16 fois entre cousins germains. On estime que vers 1850, ils avaient accumulé l'équivalent de 6 milliards de dollars, et si l'on évalue le taux de rendement moyen à 6%, 105 ans plus tard, c'est-à-dire de nos jours, ils obtiendraient plus de 50 000 milliards de dollars. Un contrôle familial serré des opérations opaques, une coordination aussi précise que les aiguilles d'une montre, un accès aux informations plus rapide que le marché, un don pour le raisonnement froid et calculateur au service d'une ambition plutocratique sans limite, le tout fondé sur une clairvoyance géniale des questions monétaires, ont permis aux Rothschild de bâtir le plus grand empire bancaire de l'histoire de l'humanité, les rendant invincibles après 200 ans de maelstrom économique, financier et militaire. Au début du XXe siècle, on calculait que la famille contrôlait la moitié de la totalité de la richesse mondiale. Les banques Rothschild se sont étendues dans les grandes villes à travers l'Europe. Elles ont leur propre système de collecte et de livraison express de renseignements, et même les familles royales et aristocrates y ont recours lorsqu'elles avaient des informations secrètes à transmettre rapidement. Les Rothschild ont inventé le système international de règlement de la dette financière,
Grâce à ce système, ils ont exercé le contrôle du marché mondial de l'or et ont créé, au sein de leur système bancaire, la liquidité des comptes sans avoir recours au transport de l'or. En ce bas monde, il y a fort à craindre que seuls les Rothschild possèdent une connaissance vraiment approfondie de l'or. En annonçant en 2004 qu'ils se retiraient du système de tarification de l'or de Londres, ils se détournaient en fait tranquillement du centre de la future tourmente financière. Le dollar, lourdement endetté, le système juridique de la monnaie en péril et les réserves mondiales de change qui devront sûrement faire face à des liquidations. Il n'y a que les richesses des pays asiatiques, dont les réserves d'or sont négligeables à l'exception de la Chine, accumulées depuis de nombreuses années, qui seront allouées aux futurs vainqueurs. Les fonds alternatifs attaqueront de nouveau. Cette fois-ci, la cible ne sera plus la livre sterling et les monnaies asiatiques, mais le pilier de l'économie mondiale, le dollar. Pour les banquiers, les guerres sont toujours une bonne nouvelle car les marchandises coûteuses qui se déprécient lentement dans une période de paix disparaissent instantanément pendant la période de guerre. Les parties en guerre veulent toutes gagner, mais peu importe qui sortira vainqueur, tous seront pris dans le piège de la dette. Entre la création de la Banque d'Angleterre en 1694 et la fin des guerres napoléoniennes en 1815, 121 ans se sont écoulés. Pour l'Angleterre, ce furent 56 années de guerre et 65 pour préparer la suivante. Déclencher une guerre et la financer cadre parfaitement avec les intérêts des banquiers. Les Rothschild ne font pas exception à la règle et se sont tenus dans l'ombre des guerres modernes, de la Révolution française à la Seconde Guerre mondiale. La famille Rothschild est le plus grand créancier des pays développés d'Occident. Sur son lit de mort, Gütel Schnapser, l'épouse de Meyer A. Rothschild, prononça ces mots. « Si mes fils ne veulent pas la guerre, alors il n'y aura pas la guerre. » Au milieu du XIXe siècle, l'émission des devises des grands pays européens industrialisés tels que l'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie avait échu entre les mains des Rothschild. La monarchie de droit divin fut remplacée par le dieu argent. À ce moment, le beau continent américain qui prospérait de l'autre côté de l'Atlantique était déjà entré dans leur champ de vision.